Après Pelibé, mais avant la fabrication des films sur les Esquimaux éthyliques, après Pelibé, j'ai rédigé ma thèse pour Columbia. J'ai fait ça assez rapidement, j'ai été étonné d'ailleurs. Mais j'avais d'autres publications, donc j'avais digéré une partie de mes données. Je les avais classées, etc., de sorte que tout était prêt pour la rédaction de la thèse. Je n'ai eu malheureusement aucun secours de la part des professeurs de Columbia concernant ma thèse. Margaret Mead était intéressée, elle l'a lu, elle a fait des commentaires. Connie Arnsberg, que je respectais beaucoup et qui parlait un très bon français, il était de la famille d'Arnsberg de Philadelphie, où il y a le musée Arnsberg. Lui, il m'a dit que la partie centrale de ma thèse, celle qui concerne la distribution de la viande, la constitution de couples d'échangeurs de viande dans la société esquimaude, et qui était une forme d'organisation sociale non parentale, ce qui était très important. Ça, il m'a dit que c'est une section qui est très importante et qui devrait être publiée un peu à part. Parce que ma conclusion de ma thèse était sur l'arrivée l'installation du missionnaire dans la communauté, le commerce, etc. Bref, tout ce qu'on connaît concernant la situation moderne. Il m'a dit que pas très intéressant de savoir d'où venait le tabac, qui fumait, etc., etc. Mais cette partie centrale, il m'a conseillé de ce que j'ai fait d'ailleurs. Donc, je termine à Columbia, mais toutes ces recherches que j'ai faites dans le Nord et le temps que j'ai passé à rédiger ma thèse se sont passés, étaient accompagnés d'une grande tristesse de ma part, nostalgie. J'avais beaucoup perdu en vivant en Occident. Je ne voyais presque plus mon père et ma mère qui étaient à Istanbul. La Bulgarie me manquait. Je ne parlais jamais bulgare, je parlais toujours le français ou l'anglais au bureau. Et pourtant, on était en pleine guerre froide. Les Slaves se manifestaient, les Slaves du Nord, les Russes. Ils faisaient trembler le monde de peur, d'angoisse. Et moi, il me manquait quelque chose. Nostalgie profonde. Je voulais retourner en Bulgarie, mais je ne pouvais pas. C'était impensable sous le régime communiste. Un ennemi de classe qui va se fourrer là-dedans, c'est impensable. Alors, je me suis dit, je peux aller à côté, la Macédoine. C'est à peu près la même culture, la même langue, la même religion. D'ailleurs, mon père était macédonien à 100%.
Il est né en Macédoine, de parents macédoniens. Il était beaucoup plus macédonien que bulgare. Il s'était forcé pour devenir bulgare. Et je me dis, pendant les vacances d'été, j'avais loué un chalet dans les Laurentides pour installer ma famille. Ils étaient tranquilles, ils étaient bien installés. Et moi, je pouvais partir en Macédoine. Je suis allé chercher un visa d'abord. C'était la Macédoine de Tito, donc je suis allé chercher un visa qui m'a été donné facilement. J'ai expliqué la raison pour laquelle je voulais y aller. L'ambassadeur m'a donné même une lettre de recommandation pour les autorités locales. Et me voilà parti en avion jusqu'à Belgrade. Là, je me suis présenté au professeur d'anthropologie. Il n'y avait pas d'anthropologie à l'époque. D'ethnographie, professeur d'ethnographie de Belgrade, le fameux Bayraktarovic que j'ai rencontré. Et je leur demandais leurs conseils pour me guider où aller, par où commencer. J'avais quelques intentions graves dans mon esprit. C'est que si je trouvais l'atmosphère favorable, l'atmosphère pour la recherche anthropologique, favorable, je pouvais retourner et devenir macédonianiste, si je peux m'exprimer ainsi. Je connaissais la langue, c'était très important, et je connaissais les mœurs, les coutumes, de par mon père et de ma mère. Alors, Bayraktarovic me dit, allez-y du côté de Bitola. Dans la région de Bitola, vous allez trouver des villages, et nous comprenons que vous vous intéressez au folklore ancien. Et il y a beaucoup de sorciers là-dedans et de sorcières. Il y a des paysans qui viennent ici se plaindre de leurs actions. Alors, allez étudier un petit peu qu'est-ce qui se passe avec la sorcellerie. J'achète une petite pétrolette, moped on les appelait à l'époque. J'achète une moped fabriquée en Yougoslavie, en Slovénie en haut. Et ils étaient très très fiers, les Yougoslaves, qu'ils pouvaient fabriquer des pétrolettes. Et me voilà sur la route asphaltée d'ailleurs, Belgrade-Skopje. J'arrive à Skopje, mais très petit arrêt, je continue sur Bitola. Et après, je regarde la carte, il y a une route qui mène vers le sud de Bitola, la région de montagneuse. Alors, je fonce dans cette région jusqu'à un certain point. Il y avait un village et après, une colline, grande colline, pas une montagne. Il y avait une montagne autour, moi je n'avais rien à faire avec. Moi, je voulais grimper sur la colline. J'ai grimpé et je me suis arrêté. La pétrolette n'avait plus de force pour grimper plus loin. Donc, je suis allé jusqu'au dernier point où je pouvais matériellement y aller, mais pas aller plus loin à cause de la pétrolette. Et je découvre un village qui s'appelait Skočji-Vir, sauter la rivière.
sauter la rivière, c'est Skočivir. Euh, pas de place centrale dans le village. Toutes les maisons en pierre taillée, mal taillée d'ailleurs. Il y avait quelque chose comme un petit magasin. J'ai été reçu par le secrétaire du Parti communiste local. Je lui ai expliqué mon projet. Il dit, viens-t'en, on va faire tout ce qu'on peut pour toi. Tu pourras loger chez, voilà, cet homme Gélé, qui a une fille et 2 garçons, et une femme intelligente. Alors eux, ils avaient au rez-de-chaussée une grande pièce pour la réception des visites. Alors il y avait un lit là, alors ils m'ont installé là-bas, et moi j'ai commencé le travail. C'était un village de querelleurs. Ils se querellaient surtout pour l'eau d'irrigation. Le matin, ils voulaient irriguer leur jardin de légumes, commencer tôt, vers les 4-5 heures du matin. La première femme qui commençait l'irrigation de son lopin de terre provoquait les querelles. Que les voisines, ils voulaient leur part. Je commençais à comprendre ce que le célèbre ethnologue allemand-américain, spécialiste de la création des empires, et Wittfogel, ce que Wittfogel avait écrit sur l'irrigation dans la région du Nil à l'époque classique et en Asie, avec le Yangtze, etc. L'importance de l'irrigation dans la création de structures étatiques. Il fallait partager l'eau. D'une façon ou d'une autre, il faudrait partager. On ne pouvait pas se tuer chaque jour pour avoir sa part d'eau, d'irrigation. Et de cette nécessité absolue, n'est-ce pas, est né l'État qui distribue l'eau d'irrigation. Alors, c'était ça, c'était où j'étais devant Wittfogel. C'est très simple, j'étais devant Wittfogel et c'était la région des grandes guerres, beaucoup de guerres là, de guerres partisanes. C'était là que l'armée française en 14-18 tenait le front contre les Bulgares et les Autrichiens. Les paysans n'avaient pas de véritable marmite pour faire la cuisine. Ils utilisaient des casques français qu'ils avaient arrondis un peu, etc. Ils faisaient la cuisine dans les casques français. C'est la Macédoine, tout à fait. C'est les Balkans, plutôt. Les Balkans. Alors, il y avait une rivière qui passait par là, la rivière Noire, on l'appelait.
et qui était le lieu fameux de bataille de la Première Guerre, d'où les casques marmites. C'était l'idée de Churchill de forcer les lignes autrichiennes bulgares et de pousser vers le nord, attaquer l'Allemagne par en arrière. Ça n'a pas marché facilement. En 17, le front s'est écroulé, le front bulgaro-autrichien. Il s'est écroulé et le plan de Churchill a été réalisé. Mais la situation était très compliquée à ce moment-là à cause de l'Union soviétique, à cause de la Russie devenue Union soviétique. Enfin. Les paysans plantaient du tabac, de l'orge, du millet. Ils avaient des vaches, cochons, moutons. Bref, l'agriculture méditerranéenne classique. Pas de tabac, pardon, monsieur, il y avait du tabac, mais pas d'oliviers. Pas d'oliviers. C'est trop froid pour les oliviers. Les oliviers, ils aiment la chaleur. Alors, j'avais recueilli la terminologie de la parenté, les histoires de la dernière guerre mondiale, les histoires de la Deuxième Guerre mondiale, la débâcle de l'armée grecque là, en 40, l'arrivée le passage des Allemands, bref, toutes les épopées balkaniques. Et j'ai découvert dans une maison que la maîtresse de maison portait une très très belle robe entièrement brodée à la main. Et j'ai découvert que les anciens costumes étaient encore utilisés pour les femmes, moins pour les hommes, mais il y en avait pour les hommes aussi. Et que c'était des œuvres d'art, au fond. Des œuvres d'art. Katie, est-ce qu'on a ici une... Ils sont dans le grenier. Ils sont en haut. Oui. Difficile d'aller les chercher. Un peu compliqué. Un peu compliqué, bon. J'ai été émerveillé par ce que j'ai vu. Chaque robe était constituée de 20 pièces différentes. La chemise, la robe, le tablier, le couvre-chef, c'est tout brodé. Margaret Mead m'avait donné $500, à l'époque c'était beaucoup d'argent, pour acheter quelques objets pour le Musée américain d'histoire naturelle, où elle travaillait. Alors je me suis dit, je vais acheter. Les gens étaient très très contents, les paysans étaient très contents, sont débarrassés parce qu'on leur donnait de l'argent liquide pour ces vieilleries.
Alors, j'en ai acheté à peu près 22 complets. Toute une énorme caisse. Il m'a fallu un camion, parce que il n'y avait pas que ça, il y avait des tapis tissés à la main, il y avait instruments à râteau d'agriculture pour travailler l'agriculture, il y avait des petits meubles même en bois, toutes sortes d'objets. J'ai réussi à ramasser une collection complète. Je me disais toujours, il aurait fallu pour moi aller travailler dans un musée. Et je suis un homme de musée, j'aime les objets, qu'est-ce que je fais dans l'université avec les bouquins? Je me dis, c'est pas ma place là. Je répétais ça. Et d'ailleurs, en tout le courant de ma vie, c'était un leitmotiv, on dit en allemand. Il m'a fallu trouver un camion, un gros camion pour évacuer cette énorme caisse. Quoi d'autre? Avez-vous trouvé ces sorciers? Que Les sorciers. les sorciers étaient là. Les sorciers étaient là, ils étaient en place. Mais les gens n'aimaient pas en parler beaucoup. Un petit peu de temps en temps, oui, mais pas de façon systématique. Pour les querelles, ça a été beaucoup plus facile. J'ai compris quelle était la genèse des querelles. Ça commence par les enfants. C'est les enfants qui sont coupables, pas les adultes. Moi, je croyais qu'il y aurait là des bagarres politiques. Parce que la Macédoine, de point de vue politique, est orientée vers 4 ou 5 directions. Il y a les Macédoniens nationalistes autonomistes. Il y a les Macédoniens pro-bulgares. Il y a les Macédoniens grécisés, pro-grecs. Il y a dans leur église, ils ont des églises à part, dans leur église, la liturgie se fait en grec. Alors que chez les Macédoniens pro-bulgares, il se fait en bulgare. Vieux bulgare, je m'excuse. Il y a ensuite le parti pro-albanais. Il y a aussi le parti pro-moderniste. Il y avait le parti très fort communiste pour Tito. Il était très aimé. Alors, les querelles politiques étaient très vives, très fortes. Des enfants jouent. Ils jouent dans la cour. Ils jouent toujours sous le regard de leur mère. Un enfant se fâche et frappe l'autre. Le garçonnet frappé, c'est uniquement les garçons. Frappé, il se baisse, prend une pierre et la jette sur l'autre garçon. Quand sa mère voit ça, elle se met à crier immédiatement et va pour arrêter l'action, arrêter la bataille. Dès que l'autre mère voit que la bataille est engagée, elle se précipite pour protéger le sien et il commence à se bagarrer. Donc la bagarre commence par les enfants, jamais par les adultes. Deuxième cause de bagarre tous les jours, c'est l'eau d'irrigation, partage de l'eau, pas de système établi comme au Proche-Orient.
avec les grandes rivières, où le pharaon, maître de l'irrigation. Alors, donc, après les enfants qui se mettent à se battre, les querelles passent à leur mère, qui s'arrache les cheveux et se querellent, et les hommes peuvent y participer, alors ça devient grave, parce qu'ils s'amènent avec des bâtons, ils peuvent se blesser, etc. Il y a des cas de grandes batailles, mais toujours commence au début, ce sont les enfants qui commencent. Donc j'avais découvert quelque chose de, pour moi à l'époque, était important. Et de retour à New York, j'ai organisé une conférence à l'université qui a été bien accueillie. J'ai compris que j'avais quelque chose de valeur. On m'avait dit que c'était la première étude sociologique moderne d'un village balkanique, d'une région, d'un village, d'une communauté balkanique. Les Balkans étaient terra incognita, malgré le très grand nombre de folkloristes et ethnographes, mais qui faisaient du ramassage. Enfin, moi aussi, je faisais du ramassage, et en gros, avec les costumes nationaux et les objets traditionnels. Mais j'avais fait aussi autre chose, pas seulement le ramassage. J'aimais le ramassage. J'étais allé en ethnographie, étudier l'ethnographie pour le ramassage. On pourrait vous montrer ici quelques pièces du Sikkim. Tout à l'heure, du Sikkim, des soieries chinoises ou népalaises, etc. J'aime ça. Quand je vois les bels objets, là, je ne peux pas demeurer indifférent. Alors, à New York, j'étais bien reçu. Si je voulais continuer, j'aurais pu le faire. Laisser les Esquimaux de côté et devenir balkanisant. Très intéressant surtout de faire des recherches en Grèce. Alors, il y a Istanbul,